Voilà, bonjour à tous. Donc c'est parti pour ce cours introductif sur le programme et la matière de cinquième, après toutes ces révisions extrêmement importantes et ces approfondissements sur la stoichiométrie, matière de quatrième, qui est, comme je vous l'avais déjà expliqué, vraiment essentielle pour la suite. Alors, euh, qu'est-ce que on va commencer par faire? On va, dans cette première unité d'apprentissage en cinquième, on va d'abord essayer de comprendre d'où vient la charge des ions. Vous avez déjà entendu parler du Na+, du K+, du Cl-, du F-, du S2-, etc. Donc ce sont des ions. Donc je vous rappelle que des ions, ce sont des atomes qui ont perdu ou gagné des électrons. On va comprendre dans le cadre de ce cours d'ailleurs pourquoi ils perdent des électrons et pourquoi ils en gagnent. Donc on va essayer de comprendre d'où vient la charge de ces ions. On commencera par contre d'abord par ce qu'on appelle la charge des cations monoatomiques. On verra dans le point 3 des anions monoatomiques. Je vous rappelle la différence entre les cations et l'anion. Les cations sont des ions qui ont perdu des électrons et qui deviennent donc positifs. Monoatomique, veut dire que c'est simplement lié à un ion fait d'un seul, composé d'un seul atome. C'est le cas du K+, du Na+. Donc s'il existe des monoatomiques, il existe des polyatomiques. Donc il y a plusieurs atomes. Ben, c'est le cas par exemple du NH4+. Voilà, un ion, un cation polyatomique. Un ion donc constitué de plusieurs atomes. Alors, on verra dans le cas de ces cations monoatomiques justement deux règles, deux modèles, le modèle de l'octet et du duet, qui nous permettront justement, ces deux modèles nous permettront de comprendre pourquoi les atomes deviennent des ions. Et puis dans le point 3, 4 et 5, bon, ben, on abordera ça dans le cadre d'une autre vidéo. Alors d'abord, certains l'ont sans doute déjà vu, mais on va quand même faire un premier rappel sur le modèle atomique de Bohr. Qui est un modèle extrêmement simpliste, mais qui nous permet déjà de comprendre énormément de phénomènes. Alors d'abord, dans le cadre de ce modèle atomique, ben, vous avez d'abord un centre, un noyau, en fait constitué de protons et de neutrons, et puis vous avez des électrons qui gravitent autour de ce noyau. Donc vous avez un noyau qui est chargé positivement, un neutron ne possède pas de charge, mais les protons sont chargés positivement, et des électrons qui gravitent autour de ce noyau chargé positivement. J'avais pris l'image, si je ne l'avais pas fait, je la reprends, de ce lampadaire allumé en pleine nuit et de ces papillons qui gravitent donc autour de ce noyau. Alors on peut comprendre aussi qu'il y a une certaine force d'attraction qui retienne les électrons à proximité du noyau, puisque les électrons sont chargés négativement et que le noyau est donc chargé positivement par ses protons. Donc on peut imaginer une espèce d'attraction qui est ici une attraction de charge électrostatique, mais qu'on pourrait tout à fait mettre en parallèle avec une attraction par exemple entre la Terre et la Lune, même si c'est un autre type de force qui est en jeu. Alors donc ces électrons qui gravitent, ben, vous voyez qu'ils peuvent graviter à des endroits différents. Hein, si je reprends le modèle de ces papillons qui gravitent autour du lampadaire, ben, il y a des papillons qui gravitent et des électrons qui gravitent très très proches et très très près du noyau. Hein, c'est le cas de l'électron en jaune représenté ici. Mais vous voyez qu'il y a d'autres possibilités. Les électrons peuvent tourner autour de ce noyau beaucoup plus loin. D'accord? Si je prends d'ailleurs cette boule jaune représentant l'électron et que je le mets sur les pointillés de la dernière sphère, eh bien on voit bien que les électrons graviteraient sur une orbite qui est plus loin. Vous pouvez tout à fait faire le parallèle avec évidemment le système solaire, avec ces planètes qui gravitent donc autour du Soleil. Alors, plusieurs éléments à mettre en évidence ici. Donc vous avez le noyau et les électrons, mais c'est pas tout. Vous avez ce qu'on appelle des couches électroniques. Les couches électroniques, en fait, ça signifie que les électrons se trouvent toujours dans une couche bien particulière. Dans le cas de l'électron jaune ici représenté, vous voyez qu'il est sur ce qu'on appelle une couche qu'on va nommer N. C'est N égale 1, puisque c'est la première couche électronique, la plus proche du noyau. Si cet électron était sur l'orbite juste après, il serait sur la couche N égale 2, donc c'est ce qu'on appelle le nombre quantique N. Et puis, il pourrait être sur n égale 3, etc. etc. Petite information supplémentaire, c'est que l'énergie des couches augmente avec la valeur de n. Donc, un électron qui est sur la première couche électronique, donc une,
possède moins d'énergie qu'un électron qui se trouverait sur la troisième couche, par exemple. Okay. Alors ces différentes couches électroniques sont représentées par des lettres, hein, vous avez déjà entendu parler de ça. La première couche, donc c'est la lettre K, et puis pour n égale 2, c'est la couche L, et puis M, N, O, P, etc. Ça va? Donc la valeur de n qui va de 1 à 7. Alors, ces électrons, en fait, vont se répartir sur ces orbites, et on peut en fait mettre en évidence qu'il y a toujours un nombre maximal d'électrons sur chacune des couches. Par exemple, sur la première couche la plus proche du noyau, eh bien, il n'y aura jamais au maximum que 2 électrons. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y aura à chaque fois 2 électrons, mais il y aura au maximum 2 électrons sur cette couche. Sur la deuxième couche, n égale 2, donc la couche L, là on aura au maximum 8 électrons. Donc vous ne trouverez jamais 9 électrons, vous ne chercherez pas non plus, mais enfin vous n'aurez jamais plus de 8 électrons sur cette deuxième couche. Voilà. Sur la troisième couche, 18 électrons, sur la quatrième couche, 32 électrons, etc. Alors si je vous laissais un petit temps de réflexion pour voir un petit peu s'il n'y a pas une logique derrière tout ça, ben vous pourriez identifier en réalité que vous pouvez prédire en fonction de la couche le nombre d'électrons que vous allez avoir au maximal. En fait, ça correspond à 2 fois n au carré. Alors ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que si je prends par exemple la couche n égale 2, eh ben, je fais 2n carré, donc 2 fois, comme c'est n égale 2, c'est 2 au carré, donc 2 fois 2 au carré 4, 2 fois 4, ça fait 8. Et ainsi de suite, vous pourrez comme ça avoir le nombre maximal d'électrons par couche électronique. Bon, alors comme je l'ai dit, c'est le nombre maximal. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, chaque atome aura ce nombre d'électrons dans son voisinage nucléaire. Et pourquoi je mets dans la nature? Parce que justement, dans la nature, c'est pas toujours le cas. Alors, voyons par exemple ici, eh bien, on a plusieurs exemples. Si je prends par exemple l'hydrogène, l'hydrogène, il a un seul électron. Il a un seul électron donc, qui se trouve sur sa première couche K, d'un niveau quantique 1. D'accord. Donc on va dire qu'il est K1, puisqu'il n'a qu'un seul électron sur sa couche, sa première couche K. L'hélium, lui, il a 2 électrons, il n'a qu'une seule orbite. D'accord. Donc il n'a que 2 électrons qui gravitent sur cette première couche, donc il est K2. Et puis, vous avez, par exemple, et celui-ci va me permettre de mettre en évidence ce que je viens d'expliquer, le lithium, il est K2, donc il a 2 électrons, mais il ne saurait pas en avoir plus sur sa première couche, mais par contre, sur sa deuxième couche, alors qu'il pourrait y avoir 8 électrons sur cette deuxième couche, lui n'en a qu'un. Donc il est K2L1. Donc vous voyez que le nombre d'électrons maximal ne correspond pas forcément à la configuration électronique des atomes. Okay. Alors, si je reviens sur ce modèle atomique de Bohr, eh bien, on pourrait en fait représenter d'une certaine manière le tableau de Mendeleïev de cette manière-ci, en mettant autour chaque fois d'un noyau représenté ici par une boule noire, eh bien, les orbites, ce sont ces cercles qui sont de plus en plus grands autour du noyau. Et sur chacun de ces cercles, donc correspondent à des orbites, vous avez des petits points qui correspondent en fait à ces électrons qui gravitent. Et en respectant la logique de 2n carré, eh bien, on pourrait imaginer le nombre d'électrons maximal, mais je vous ai dit que ça ne correspondait pas toujours à cela. Et par exemple, ici, si vous prenez l'oxygène, eh bien, vous avez 2 électrons sur la première couche, donc vous avez K2, et sur la deuxième couche, donc L, vous en avez 2, 4, 6, donc ça fait K2L6. Ça, c'est la configuration électronique de l'oxygène. Alors, quelle est la structure électronique des éléments calcium et sodium? En fait, quand vous regardez une case d'un tableau de Mendeleïev, vous avez toujours la représentation des électrons au sein de l'atome. Et donc si vous prenez par exemple le calcium et que vous avez ici 2, 8, 8, 2, donc vous voyez au-dessus à droite de la case, ça correspond en fait au nombre d'électrons que vous avez par couche croissante autour du noyau, on va dire, de calcium.
Donc vous avez 2 électrons sur la première couche électronique, puis 8, et puis 8, et puis 2. Ah, voilà qui est étrange, c'est-à-dire que sur sa troisième couche électronique, il en a 8. Or, il pourrait en avoir au maximum 18, et pourtant il n'en a que 8. Et alors pourquoi je dis que c'est particulier? C'est parce qu'il a que 8 électrons sur sa troisième couche, et pourtant il a déjà une quatrième couche. Donc ça ne veut pas dire que la couche doit être full, doit avoir son maximum d'électrons pour avoir une couche supplémentaire. D'accord? Donc lui, il a 8 électrons sur sa troisième couche, et il n'a plus que 2 électrons sur sa dernière couche. Et le sodium, dans ce cas-ci, lui, il a 2 couches sur sa première couche, 8 électrons sur sa deuxième couche, et puis plus qu'un seul électron sur sa troisième couche. Donc le calcium est K2L8M8N2. Vous voyez qu'à chaque fois du numéro, du nom de la couche, de la lettre qui correspond à la couche, eh bien, on met le nombre d'électrons associés. Et le sodium est K2L8M1. Alors, petite question, j'aurais pu vous demander donc de détailler selon le modèle de Bohr la répartition électronique en couches KLM de cations Ca2+ et Na2+. D'accord? Donc, il vous aurait fallu d'une certaine manière eh bien, faire ces fameux noyaux noirs de protons et puis de mettre le nombre d'électrons que vous avez autour de chaque noyau. D'accord? Alors, vous aurez pu identifier que comme c'est Ca2+ et Na+, ça veut dire que vous savez qu'en fonction du nombre de charges positives, vous savez le nombre d'électrons qui ont été perdus par l'atome. Donc le calcium a perdu 2 électrons et le sodium a, lui, perdu 1 électron. Et donc, d'une certaine manière, en fait, vous voyez que les électrons qui se trouvaient en fait sur la dernière couche ont disparu. Et donc le calcium Ca2+, était, je vous rappelle, K2L8M8N2, et comme il a perdu les 2 électrons de sa dernière couche, eh bien, il devient K2L8M8. D'une certaine manière, pour revenir à mon modèle avec ce lampadaire et ces électrons qui gravitent autour, c'est comme si les papillons qui gravitent autour de ce lampadaire éclairé, allumé, les papillons qui étaient les plus éloignés du noyau et du lampadaire, eh bien, avaient disparu. Les 2 électrons qui étaient dans la dernière couche ont disparu, mais les plus proches du noyau sont restés. Et pour le sodium, eh bien, il devient, puisqu'il a perdu un seul électron, qui était le seul électron qu'il avait sur sa dernière couche, il devient K2L8. Alors, si vous regardez la configuration électronique de ces 2 ions, on pourrait vous poser la question, mais quel est le point commun? Quel point commun il y a entre ces 2 structures électroniques? Alors, hormis le fait qu'effectivement, ça commence tous les deux par K2L8, et c'est effectivement c'est le cas, tous les deux sont positifs, effectivement, mais le point commun entre ces 2 structures électroniques, c'est que tous les deux possèdent 8 électrons sur la dernière couche électronique. Donc c'est M8 et L8, donc 8 électrons en dernière couche. Alors, jusque-là, ok, c'est de la simple observation, mais vous verrez que c'est un point important et nous y reviendrons par la suite. Alors comparons maintenant la structure électronique des cations Ca2+ et Na+, avec celle d'anions, c'est-à-dire des atomes, des ions qui ont gagné des électrons. F- est un ion qui a gagné 1 électron, S2- un anion qui a gagné 2 électrons, et le Cl-, un anion qui a gagné 1 électron. Alors, qu'ont en commun ces structures électroniques? Alors d'abord, il faut faire les structures électroniques. Le Ca2+ et Na+, on l'a déjà mis. Mais pour le F-, il suffit de prendre sa structure électronique que vous avez en information dans une case et dans la case du fluor, et vous lui ajoutez donc 1 électron. En fait, il était K2L7, le F-, et en ayant gagné 1 électron, cet électron vient se mettre sur cette dernière couche électronique, donc il devient K2L8. Le S2- était K2L8M6, en gagnant 2 électrons, il devient K2L8M8. Et le Cl- était K2L8M7, et lui aussi devient K2L8M8. Alors, qu'ont en commun toutes ces structures électroniques? Si vous vous souvenez de la réponse précédente à la question précédente, vous voyez en fait que dans tous les cas, que ce soit des cations ou des anions, ils ont une particularité, c'est que sur leur dernière couche électronique, eh bien, tous ces ions ont 8 électrons.
Alors voyons maintenant le modèle que j'ai introduit en fait d'une certaine manière déjà, puisque j'ai parlé de ces fameux 8 électrons qui se trouvaient en dernière couche, de ces ions tant anions que cations. Et en fait ça correspond à un modèle d'une certaine manière de stabilité des atomes, qui est ce qu'on appelle le modèle de l'octet. Alors d'abord simplement pour vous, vous faire observer une chose, c'est qu'en réalité la charge d'un cation, quand vous prenez par exemple le sodium, le calcium ou l'aluminium, ces éléments vont devenir des cations, ils vont perdre des électrons pour en fait vous allez voir, pour se stabiliser. Eh bien en fait la charge du cation dépend du nombre d'électrons qu'on a sur la dernière couche. J'ai mis ici en jaune à chaque fois dans la case. Donc par exemple le sodium sur sa dernière couche, il a un électron. Le calcium a 2 électrons sur sa dernière couche. L'aluminium a 3 électrons sur sa dernière couche. Okay. Eh bien en fait ces électrons, le nombre d'électrons qu'on a sur la dernière couche, en fait, ce nombre a un lien direct évidemment avec la charge d'un cation. Pourquoi? Eh bien, en fait, parce que ces éléments vont devenir des ions en perdant donc ces électrons qui se trouvent sur cette dernière couche. Donc forcément, le sodium, s'il en a un, ben, il perd cet électron de dernière couche. En le perdant, il devient Na+. Le calcium, lui, il va perdre les 2 électrons qu'il a sur sa dernière couche. Il va devenir donc 2 fois positif. Et l'aluminium, il a 3 électrons sur la dernière couche, il va perdre ces électrons, donc il va devenir Al3+. Et pourquoi il perd? Eh bien, de nouveau, pourquoi? Parce que regardez, en fait, le sodium, en perdant un électron, qui était l'électron de sa dernière couche, donc bien sûr, il devient Na+, mais le Na+, trouve une structure électronique qui est K2L8. De nouveau, 8 électrons sur la dernière couche. Le calcium, en perdant 2 électrons, donc il devient un Ca2+, mais la structure électronique du Ca2+, c'est K2L8M8, et de nouveau, 8 électrons en dernière couche. Et l'aluminium, en perdant ses 3 électrons, devient Al3+, mais il devient surtout, dans sa structure électronique, Al3+, et K2L8, et de nouveau 8 électrons. Et donc là, c'est un point important, c'est que vous voyez que, en fait, l'élément devient un ion particulier de manière à avoir 8 électrons sur sa dernière couche. Ces fameux 8 électrons, eh bien, on appelle ça un octet d'électrons, donc c'est 8 électrons. Et vous allez voir que en fait, c'est un gage de stabilité pour ces ions. Et en fait, si vous regardez un petit peu dans le tableau périodique, il existe une famille d'atomes que j'ai représentée ici en jaune, tout à droite. C'est la fameuse famille des gaz inertes. Mais si vous regardez, j'ai fait un zoom là tout à droite sur certains éléments. Alors, l'hélium, on le met entre parenthèses pour le moment, vous verrez que ça appartient à une autre règle. Mais tous les autres gaz rares possèdent en fait 8 électrons sur la dernière couche, que ce soit le néon, l'argon ou le krypton, etc. À chaque fois, vous voyez qu'en dernière couche électronique, eh bien, il y a 8 électrons. Ben, le néon, il est d'abord 2 électrons sur la première couche, et puis 8 électrons. L'argon, 2, 8, et puis 8 électrons, etc. Or, il faut savoir que tous ces éléments, ces gaz rares, ces gaz inertes, sont en fait des atomes extrêmement stables. Tous les atomes qui appartiennent à cette famille sont stables. Et donc, vous commencez à avoir peut-être le lien entre devenir un ion et avoir une structure électronique qui, d'une certaine manière, ressemble à un gaz qui est stable. Effectivement, si vous prenez les cations Na+, Ca2+, Al3+, vous voyez qu'ils possèdent, tous les trois, ces trois cations possèdent 8 électrons en dernière couche électronique. Okay. Et en fait, si vous faites le parallèle avec des gaz rares, vous voyez par exemple que le néon, qui est un gaz rare, un gaz inerte extrêmement stable, vous voyez qu'il a une structure électronique de 8. Eh bien, le Na+, et le Al3+, ont tous les deux une structure électronique telle que semblable à celle du néon, ce qui justifierait d'une certaine manière en fait la stabilité du Na+, et du Al3+.
Et le Ca2+, lui, par contre, a une structure électronique 2,8,8 qui, elle, ressemble, non pas au néon, mais à l'argon, qui est le 2,8,8. Comme ces cations ressemblent, ont une structure électronique semblable à celle de gaz rares, eh bien, ces cations sont eux aussi, comme les gaz rares, stables. Alors, en conclusion, les atomes en fait, des familles 1, 2 et 3 vont en fait perdre des électrons puisqu'ils deviennent des cations, et ils vont perdre puisque de la famille 1, les éléments de la famille 1 vont perdre, puisqu'ils n'ont qu'un seul électron sur leur dernière couche, ils vont perdre un électron. Ceux de la deuxième famille, comme le calcium par exemple, vont perdre 2 électrons pour s'ioniser. De la troisième famille, comme l'aluminium, ils vont perdre 3 électrons. Et à chaque fois, pour obtenir une structure électronique qui est celle d'un gaz rare. Mais pas n'importe quelle structure, à chaque fois, en fait, qui correspond à la structure électronique des gaz qui les précèdent dans le tableau. Alors, précéder, ça veut dire quoi? C'est le contraire de suivre. Ça veut dire que le calcium, vous n'allez pas aller voir le gaz rare qui le suit donc en suivant la ligne, mais vous allez remonter d'une ligne et aller, aller chercher l'atome, le gaz rare de la ligne du dessus. Et donc vous voyez que le calcium, lui, il était 2,8,8,2. En perdant 2 électrons, il devient Ca2+. Donc il a une structure électronique qui devient 2,8,8, c'est-à-dire la structure électronique de l'argon, c'est-à-dire le gaz rare qui le précède dans le tableau de Mendeleïev. Donc s'il y a des atomes qui ont tendance à perdre des électrons, on dit que comme ils ont tendance à perdre des électrons, ils ont tendance en fait à donner des électrons. On dit donc que les atomes de la famille 1, 2 et 3 sont des donneurs d'électrons. Donc ça c'était en fait le modèle de l'octet, c'est-à-dire qu'avec 8 électrons, on a un atome qui donc s'ionise en perdant des électrons. Il arrive en fait à avoir 8 électrons en dernière couche électronique qui ressemble à une structure électronique d'un gaz rare et donc obtient une stabilité telle que celle-là. Alors, on avait fait simplement une petite observation dans les gaz rares. On avait une particularité, c'est l'hélium, qui lui n'a pas 8 électrons sous sa dernière couche, puisqu'il n'a que 2 électrons, il n'a qu'une seule couche. Et malgré tout, il est stable. Ça veut dire qu'il existe la règle de l'octet, et il existe aussi ce qu'on appelle la règle du duet, puisque manifestement l'hélium est un gaz rare, et il n'a pourtant que 2 électrons sous sa dernière couche. En fait, cette histoire de stabilité correspondrait d'une certaine manière à des couches complètes. Et oui, puisque l'hélium, il n'a qu'une seule couche et couche complète, puisqu'il a le nombre maximum d'électrons qu'il pourrait avoir, puisqu'il a 2 électrons. Ceux qui correspondent à la règle de l'octet ont 8 électrons sur leur deuxième couche, c'est-à-dire le nombre maximal d'électrons. Donc en fait, lorsque la couche est complète, d'une certaine manière, en fait, il y a une stabilité atteinte. Donc l'hélium, lui, a 2 électrons sur sa première couche, il a son maximum d'électrons, il est un gaz rare, inerte et extrêmement stable. Alors voilà pourquoi le lithium, lui, eh bien, il va se stabiliser aussi en perdant des électrons, mais il va en perdre qu'un. Et en perdant un électron, en fait, il va obtenir une structure électronique similaire à celle de l'hélium. Et le beryllium, lui aussi, va se stabiliser en perdant 2 électrons. Et en perdant 2 électrons, eh bien, il ne possède plus finalement que 2 électrons sur sa première couche. Il n'a plus du coup de deuxième couche. Donc le lithium et le beryllium en fait ont une structure alors, une fois qu'ils sont ionisés, donc Li+ et Be2+, une structure électronique qui est semblable à celle de l'hélium, gaz rare, stable, donc eux aussi sont stables. Voilà, donc on va terminer ce cours. On va terminer ce cours en faisant de nouveau la synthèse avec ces 2 petits tableaux. Puisque le lithium, vous voyez, il était K2L1, le beryllium K2L2, et tous les deux, en perdant 1 ou 2 électrons, vont avoir une structure électronique qui est simplement K2, c'est-à-dire la structure électronique d'un gaz rare stable, l'hélium. Bien, alors je termine donc le cours d'aujourd'hui là-dessus.
simplement en faisant une petite conclusion, en vous rappelant que donc d'abord les cations, d'abord les ions vont perdre et on verra gagnent des électrons pour se stabiliser. Les cations perdent un ou plusieurs électrons, donc ça dépend dans quelle famille ils se trouvent, pour en fait se stabiliser. Et de quelle manière ils se stabilisent? Ben, en perdant des électrons, ils obtiennent une structure électronique similaire à celle d'un gaz rare qui en fait est un gaz, est un atome, un élément qui est stable. Et donc en perdant des électrons, un, deux ou trois ou plusieurs, eh bien ils vont pouvoir de cette manière se stabiliser. Donc on verra la suite avec les anions monoatomiques et puis on ira un petit peu plus loin sur le cours prochain.